Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le complexe absorbant du sol et l'absorption et les échanges des cations. Nous avons vu que parce que les cations sont chargées positivement, ils sont attirés par le complexe qui est chargé négativement. Aujourd'hui, on va voir l'absorption et les échanges des anions. Alors, comme vous savez, les anions, ils sont chargés négativement et donc ils vont être normalement, ils vont être repoussés par le complexe absorbant. Et donc, c'est pour ça que dans les eaux de drainage, on trouve beaucoup d'anions dans les eaux de drainage, comme les nitrates, les chlorures, les sulfates. Donc, ces anions apparemment ne sont pas retenus par le pouvoir absorbant du sol, puisqu'on les trouve dans les eaux de drainage. Donc, en effet, les nitrates sont très facilement perdus par lessivage. Alors, leur énergie de fixation serait la suivante, par ordre décroissant. Vous allez trouver les sulfates sont mieux fixés que le fluor, qui est mieux fixé que les nitrates. Celui-ci est mieux fixé que le chlorure. Et puis, il y a le bore, etc. Donc, vous avez un ordre de fixation qui est privilégié pour certains anions que pour d'autres. Alors, la fixation des anions sur le complexe absorbant a été expliquée pour certains anions comme les ions phosphoriques. Alors, plusieurs mécanismes peuvent expliquer leur fixation, parmi lesquels nous avons ici cité 3. Alors, la fixation des anions se fait sur les hydroxydes de fer et d'alumine, qui sont des colloïdes positifs liés à l'argile, et ils vont être échangés contre les ions hydroxydes, OH-. Alors, deuxième mécanisme, leur fixation sur quelques valences positives des argiles en échange contre les ions OH, ou bien sur des liaisons de bordure qui est faite par l'aluminium, qui est positive. Troisième mécanisme, la fixation sur l'argile ou le humus par l'intermédiaire des ions calcium. Il est donc également chargé positivement, donc il se fixe sur le calcium, formant ainsi les ponts calciques. Nous allons voir donc sur une figure ces trois mécanismes. Donc ici, vous avez la figure qui montre les trois mécanismes de fixation des anions phosphoriques. Alors, ce schéma, il est valable pour les anions phosphoriques, il n'est pas valable pour les ions nitriques. Alors, comme donc on sait, les ions phosphoriques, ils sont chargés négativement. Vous avez donc les ions phosphoriques monovalents, avec une seule charge ici, ou bien des ions phosphoriques bivalents avec deux charges. Alors, normalement, donc, ces anions, ils ne vont pas se fixer directement sur le complexe argilo-humique, sur les feuillets d'argile, puisqu'ils sont négatifs et les charges négatives se repoussent. Donc, ils vont être fixés où? Ils vont être fixés sur les cations positives de façon indirecte, donc, sont fixés de façon indirecte sur les feuilles d'argile à travers des cations positives déjà fixées sur le complexe absorbant. Donc, le premier cas, nous avons ici les hydroxydes de fer et d'alumine. Donc, ils vont être scindés en des cations de fer et des cations d'aluminium qui sont chargées positivement. Donc ici, nous avons les hydroxydes de fer et d'alumine qui sont liés aux feuilles d'argile, mais on peut les trouver non liés. Alors, le fer et l'aluminium, ils sont liés par les ions hydroxyde OH-. Donc, vous voyez donc ici à la périphérie, vous avez des hydroxydes, des ions hydroxyde OH-. Donc, les ions phosphoriques, ils vont être échangés contre ces hydroxydes. Comme vous voyez donc ici, ils vont être échangés. Oui, donc deux molécules
d'ions phosphoriques qui vont être échangés, pardon, une seule molécule d'ion phosphorique qui va être échangée contre deux molécules de OH-, comme vous voyez ici. Vous avez l'échange contre de l'ion phosphorique HO4-, 2- ici, contre deux hydroxyles, 2OH-, pardon. Donc, premier mécanisme, c'est une fixation des ions phosphoriques sur les hydroxydes de fer et d'alumine liés à l'argile ou bien libres en échange contre des ions OH-. Deuxième mécanisme, quand vous voyez donc ici, vous avez l'ion phosphorique monovalent. Donc, soit il va se fixer sur une charge positive qui déjà fixe les ions hydroxydes, comme vous voyez donc ici, il va être échangé contre cette charge positive, soit directement sur, ici vous avez un cation qui forme les feuilles d'argile. Donc vous avez quelques charges positives sur les feuilles d'argile, c'est là où va être retenu les ions phosphoriques, comme vous voyez donc ici. Donc, ici, dans le deuxième mécanisme, c'est une fixation des ions phosphoriques sur quelques charges positives de l'argile en échange ou bien non contre les ions OH-. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme. Alors, le troisième mécanisme, vous voyez donc ici, vous avez du calcium fixé sur le complexe adsorbant et les ions phosphoriques sont fixés sur ces calciums-là. Ils vont être retenus par ces calciums-là. Ils forment ainsi des ponts, ce qu'on appelle les ponts calciques. Donc, la fixation des ions phosphoriques sur l'argile et le mus par l'intermédiaire du calcium, liaison appelée pont calcique. Donc, ça, c'est les trois mécanismes par lesquels les ions phosphoriques ils peuvent être fixés au complexe adsorbant du sol. Malgré qu'ils sont chargés négativement, ils vont être fixés de façon partout. Alors, les valeurs caractéristiques du complexe adsorbant, nous allons voir la CEC et le taux de saturation. Alors là, la CEC, ou capacité d'échange des cations, c'est la quantité maximale de cations qu'un sol peut absorber pour 100 g de matière sèche. Autrement dit, cette mesure représente le total des charges négatives du sol disponibles pour la fixation. Alors, ce total-là, il va donc des charges négatives, ils vont fixer des ions H+, et Al3+, ce sont donc, on dit, ce sont des cations acidifiants. Par rapport aux cations appelées bases échangeables aux cations alcalins. Donc, en fait, ce ne sont pas des bases, ce sont donc des cations qui générateurs de bases. Donc, surtout, on a 4 cations, le calcium, le sodium, donc les cations calciques, sodiques, le potassium, les ions potassium et les ions magnésium. Alors, l'ion ammonium, il est également présent, il est absorbé dans le complexe adsorbant, mais il est très minoritaire, donc il n'est pas pris en compte dans le calcul. Donc, en fait, donc, le total des charges négatives, ils vont fixer les cations acidifiants et les cations nommés alcalins. La CEC s'exprime en milli-équivalent pour 100 g de matière sèche. Donc, la formule d'un milli-équivalent égale à la masse atomique de l'élément divisé par la valence de l'élément. Par exemple, si un sol a une CEC de 20 milli-équivalents, il pourrait retenir en calcium 20 multiplié par 40 sur 2. 40, c'est la masse atomique du calcium et 2, c'est la valence. Donc, puisque le calcium il a 2 charges positives, on met ici 2. Ça vous donne 400 mg de calcium fixé qui pourrait être retenu pour 100 g de sol. En ce qui concerne le sodium, donc 20 milli-équivalents, il peut retenir 20 multiplié par 23 divisé par 1. 23, c'est la masse du sodium et 1, c'est la valence. Donc, on a une seule charge positive, ce qui donne une quantité de 450 mg de sodium, donc retenu pour 100 g de sol. Donc, ainsi, comme vous voyez, pour 100 g de sol, 100 g de sol, il a
une capacité à retenir plus de sodium. On a 450 que de calcium, un petit peu plus. Alors, comment mesurer la CEC, la capacité d'échange cationique? Il existe plusieurs méthodes normalisées de mesure de la CEC, mais la plus courante mise en œuvre par le LANO, c'est la méthode de Medson. Elle est décrite dans la norme AFNOR NF 31130. Alors, donc, quelle est cette méthode? Cette méthode consiste à déplacer tous les cations adsorbés sur les sites d'échange de la CEC, puis de saturer ces sites par un cation unique qui est l'ion ammonium. Alors, l'ammonium est à son tour déplacé, puis dosé par spectrophotocolorimétrie automatique. Le nombre de sites d'échange de la CEC correspond exactement au nombre d'ions ammonium dosés et le résultat il est exprimé en nombre de charges pour 100 g de solde. Donc, voici en ce qui concerne le dosage de la CEC. Donc, on a ici cette figure, il montre une échelle d'estimation de la CEC. Alors ici, la CEC n'est pas exprimée en milliéquivalent par 100 g de sol, mais en centimoles par kilo. Alors, vous avez 4 intervalles, de 1 à 8, de 8 à 15, 15 à 25 et 25 à 30. Ça veut dire que vous avez une CEC de plus en plus importante ici. Alors, lorsqu'on a une CEC de 1 à 8, c'est une CEC qui est faible. Dans ce cas-là, donc, ça montre un sol à dominante sableuse. Alors, les échanges ici sont faciles. Alors, les échanges, ici, se représentent les échanges entre le complexe adsorbant du sol et la plante. Donc, la compétition n'est pas très importante entre ce complexe-là et les racines des plantes. Et puis, le lessivage ici, le lessivage, il est très important en ce qui concerne cette CEC. Alors, si on prend le CEC entre 8 à 15, ça veut dire que c'est une CEC qui est moyenne. C'est un sol qui a dominance limoneuse. Donc, l'échange, il est assez facile. Également, le lessivage ici, il diminue par rapport au sol sableux. Et puis, une CEC de 15 à 25 montre que c'est une CEC qui est élevée et c'est un sol qui contient du limon et de l'argile, limono-argileuse, texture limono-argileuse. Et donc, l'échange, il est peu facile ici. Donc, si on veut, on a un lessivage qui diminue et on a une compétition entre le complexe et la plante qui augmente. De plus en plus qu'on a une CEC élevée, on a des charges c'est-à-dire la quantité des charges négatives augmente, c'est-à-dire la quantité des cations qui vont être retenues augmente. Alors, une CEC de 25 à 35 ici montre, c'est une CEC qui est très élevée et c'est un sol à dominance argileuse et ou humifère. Ça veut dire qu'il contient soit de l'argile, soit de l'humus, soit les deux. Donc, c'est une CEC qui est très élevée. Donc, on a plus de charges négatives, on a plus de cations qui peuvent être retenues et ces cations vont être retenues à partir de la solution du sol. Il y a une compétition entre la solution du sol et la plante. Donc, l'échange, il est un peu difficile ici. Et la compétition, il augmente depuis le sol sableux jusqu'au sol argileux humifère. Et puis, le lessivage, il diminue ici de plus en plus vers les sols qui sont argilo-humifères. Donc voilà en ce qui concerne cette échelle d'estimation de la CEC. Donc comme nous avons vu, plus le sol est riche en argile et matière organique, plus sa CEC est importante. La CEC, elle est élevée pour les sols argileux et ou humifères, elle est très basse pour des sols sableux.
Donc, l'apport de matière organique dans un sol sableux, il a pour but d'augmenter leur CEC et de limiter le lessivage. Alors, il y a un autre paramètre, la somme des bases échangeables. Ce paramètre va permettre de calculer le taux de saturation du complexe adsorbant. Alors, la somme des bases échangeables, c'est quoi? C'est la somme des quantités de cations basiques échangeables, c'est-à-dire les cations alcalins, qui sont fixées sur le complexe à un moment donné, et on l'exprime également en milli équivalents pour 100 g de matière sèche. Alors, la différence T-C, donc T c'est la teneur totale des charges négatives et c'est la teneur des charges positives. Mais des charges positives des cations alcalins seulement. Qu'est-ce qu'il représente si on soustrait T-S? Il va nous donner la quantité d'ions H+, et aluminium 3+, c'est-à-dire les ions les protons et les ions aluminium qui représentent les cations acides. Donc, cette différence, elle est encore appelée insaturation ou bien acidité d'échange. Donc, on va voir dans le cas de l'étude de l'acidité des sols que la quantité des ions H+ et aluminium 3+, nous donne le pH potentiel, c'est-à-dire qui existe dans le complexe adsorbant qui n'est pas mesuré lorsqu'on prend la solution du sol. Donc, si vous voulez, donc la teneur des charges négatives est égale à la teneur des cations alcalins plus la teneur des cations acides. Comme vous voyez ici dans la figure, donc il y a une représentation schématique des différentes fractions qui constituent la capacité d'échange. Vous avez donc S ici, la somme des bases échangeables, et vous avez le AE, l'acidité d'échange qui représente T-S. T, c'est la capacité d'échange cationique, donc totale, moins S qui est la somme des bases échangeables. Donc, voici en ce qui concerne la somme des bases échangeables. Alors, qu'est-ce qui nous permet de connaître l'état du complexe adsorbant? Est-ce qu'elle est saturée en éléments nutritifs ou pas? C'est le taux de saturation. Alors, le taux de saturation, c'est le rapport de la somme des cations échangeables par la capacité d'échange cationique apportée par l'argile et les matières organiques présentes dans le sol. Donc, V en pourcentage, c'est S, c'est-à-dire la somme des cations échangeables, les cations basiques, par rapport à la capacité d'échange cationique, c'est-à-dire par rapport à la totalité des charges négatives qui existent dans le complexe adsorbant multiplié par 100. Alors, exemple, une valeur de 5% de taux de saturation signifie que le complexe est saturé seulement à 5% par les cations basiques. Donc, les cations basiques, ils ont un pouvoir acidifiant faible. Plutôt, ils ont un pouvoir basifiant. Alors, les autres sites, donc 5%, ça veut dire 95% des sites qui restent, ils sont occupés par les cations acidifiants forts. Donc, ça montre ici que c'est le taux de saturation de 5%, il montre que c'est un sol qui est pauvre en éléments nutritifs et qui est plutôt occupé c'est un sol qui est acide, plutôt un sol acide. Par contre, un taux de saturation du sol de 80% indique des réserves calciques qui sont suffisantes. Alors, entre ces deux extrêmes de sol, c'est-à-dire le sol quasi saturé et le sol désaturé, on peut dire le premier, il est désaturé à 5% et le second à 80%, il est quasi saturé. On a des sols qui reçoivent des apports calciques réguliers avec un taux de saturation qui tourne autour de 40%. Ici, vous avez un tableau qui montre le taux de saturation et les adjectifs selon ce taux-là. Alors, un taux de saturation de 100% et de 95%, il qualifie un sol qui est saturé. Ici, vous avez 80%
Donc, deux taux de saturation montrent le sol il est quasi saturé. À 50%, c'est mésosaturé. À 30%, il est oligosaturé. À 15%, il est désaturé. Et à 0%, il est hyper désaturé. Donc, en conclusion, le complexe adsorbant, par son pouvoir adsorbant, il met en réserve les éléments nutritifs qui, sans lui, seraient perdus par lessivage en les échangeant principalement contre les ions calcium faciles à déplacer. Donc, le complexe adsorbant, par son pouvoir adsorbant, libère ces éléments nutritifs pour les racines en les échangeant notamment contre les ions protons, qui sont formés continuellement par l'activité biologique élaborant de l'acide organique. Donc, en effet, les racines, lorsqu'ils prélèvent des lécations, il va libérer dans la rhizosphère les protons. En fait, les racines, ils acidifient les sols. L'acidifie les sols puisque chaque fois qu'ils prélèvent des cations, ils libèrent des protons et les protons, ils forment les acides carboniques. Donc, le complexe adsorbant également, il régularise la composition de la solution du sol. C'est un milieu de vie des racines et des microbes. Ce mécanisme de régulation concerne en plus de la teneur en base échangeable, la teneur en aluminium et en protons. Ils sont des ions responsables de l'acidité des sols. Donc, le complexe adsorbant, il existe en équilibre avec la solution du sol. Chaque fois que vous avez des apports au niveau de la solution, le complexe adsorbant, il va équilibrer les ions qui sont en plus. C'est-à-dire dont la concentration, il est importante. Donc, le complexe, il régularise la composition de solution du sol. Donc, voilà en ce qui concerne ce cours des échanges des anions et des caractéristiques qui sont liées au complexe adsorbant. La suite du vidéo, on va continuer, on va traiter l'acidité des sols.